Fate Italiani a Bruxelles al Teatro Royal du Parc per la rappresentazione delle 1001 Nuits. A parlare con noi c'è la regista Madame Dominique Serran. Bonsoir. Bonsoir. Madame, vous avez réalisé l'adaptation du texte très célèbre avec Vincent Sabius. Et vous avez poursuivi quel but dans cette adaptation? Mais nous avons voulu créer un chemin, un sas, un espace de liaison entre ces textes qui sont très éloignés de nous, de par l'espace et de par le temps, et notre présent. Mais quand vous avez commencé à travailler à ces spectacles, dans la mise en scène, vous avez rencontré quelques difficultés particulières pour réaliser ces buts? Mais disons que, comme nous avons travaillé avec Vincent Zabus, qui est par ailleurs comédien dans le spectacle, Oui. et donc moi je fais la mise en scène et j'ai travaillé à l'adaptation, il y a toujours une épreuve assez difficile pour le metteur en scène quand il a participé à la structuration, à l'écriture d'un texte. Et donc là, mes acteurs ont été vraiment extraordinaires parce qu'ils ont trouvé des leviers pour redonner une espèce de pulsion de naissance à des textes desquels par ailleurs nous avions déjà accouché. Et donc c'est une manœuvre assez particulière, mais nous sommes une équipe très soudée, qui travaillons ensemble depuis très longtemps et j'ai une confiance absolue dans mes interprètes. Et là, disons que ce sont plutôt les interprètes qui ont apporté une espèce de renaissance à ce texte qui, une fois accompli dans l'écriture, évidemment, doit encore passer dans l'espace de la représentation théâtrale et c'est toute une manœuvre. Et vous avez dit que ce texte est un texte loin dans l'espace et dans le temps. Alors, quel est selon vous l'aspect le plus actuel des Les 1001 Nuits? Mais c'est universel. Ce sont des textes qui parlent à l'inconscient le plus profond des humains et qui fonctionnent, moi j'ai appelé ça dans le travail d'atelier, de recherche, par surgissement. C'est-à-dire que quand on lit Les 1001 Nuits, il y a des moments où on est complètement aspiré par la narration, et il y a des moments où on vit des rejets qui sont très forts. Et ce ne sont pas toujours les moments de rejet qui sont les moins intéressants pour le lecteur. Ce sont des textes qui nous font apparaître des traversées de la conscience humaine, de l'exploration de la vie, des apparences parfois trompeuses, de la réalité de la relation entre les hommes et les femmes, des couples, de l'amour, mais d'une manière parfois extrêmement, comment je dirais, étrange ou qui ne crée pas immédiatement la fusion avec notre bon vouloir. Nous sommes parfois malmenés par les 1001 nuits. Et alors il y a un procédé d'enchâssement qui est complètement perturbant, c'est que les histoires sont enfermées dans des histoires qui sont enfermées dans des histoires qui sont enfermées dans notre histoire. Et nous, volontairement, les 1001 nuits nous perdent, et c'est au moment où on perd pied, je crois, qu'on doit s'abandonner, parce que c'est exactement à ce moment-là qu'on découvre quelque chose sur nous-mêmes. Et dans cette idée que vous avez du spectacle, la musique, le scénario, les décors, dans quelle façon ils ont contribué aussi à la réussite de l'ensemble des 1001 Nuits? Alors ça c'est très important parce que ce dont vous parlez là c'est l'espace et le temps. Donc la musique c'est vraiment ce qui cimente le temps de la représentation et l'espace c'est son support, c'est ce qui contient la représentation. Et donc pour parler d'abord de la musique, Jean-Luc Fafchamp est un compositeur exceptionnel, un compositeur de musique contemporaine exceptionnel, qui déjà, par ailleurs, dans son travail de création, a consacré énormément de temps à la musique orientale. Donc il était déjà dans une réflexion et dans un travail de composition sur les lettres soufis. Et par ailleurs, nous avons travaillé aussi déjà avec lui à l'Infini Théâtre, et c'est un artiste qui a de très grandes compétences aussi en dramaturgie. Et donc, il a vraiment créé la construction musicale en parallèle avec le travail de l'écriture, en venant régulièrement à des lectures, en nous livrant ses impressions, en les traduisant aussi en langage musical et en impression musicale, en musique de référence. Et ça s'est vraiment conçu comme une imbrication extrêmement en osmose
entre la musique et le texte et l'écriture dramatique. Et alors la scénographie, disons que Ronald Byrne, c'est un scénographe extrêmement talentueux, inspiré. C'est quelqu'un qui a fait du théâtre aussi, qui est interprète, acteur. Et donc il est allé vers la scénographie vraiment par un chemin que je vais appeler le chemin de l'inspiration, et où il aime beaucoup intervenir avec son propre travail d'artisanat. Donc c'est quelqu'un de vraiment passionné et qui est pleinement investi dans la plasticité, le fait de façonner le décor. Il participe très très fort à toutes les étapes de la peinture, de la construction. Il fabrique des objets lui-même. C'est vraiment une personnalité très singulière et qui a donc cet amour du théâtre aussi de par sa connaissance de la scène, parce qu'il est interprète. Et donc je pense qu'il a vraiment imaginé une scénographie qui nous permette d'abord cette espèce de traversée des apparences. Je fais beaucoup de parallèles avec Lewis Carroll, avec Les Mille et Une Nuits. Le rêve, la nuit, les contes qui se racontent pas de jour, qui se terminent le jour, Lewis Carroll n'écrivait que la nuit. Je ne sais pas si vous savez, il a inventé d'ailleurs le nyctographe, qui était un appareil spécial qui lui permettait d'écrire la nuit en ayant de la lumière. Et donc voilà, le parallèle avec Lewis Carroll aussi, parce que c'est une création sur laquelle j'ai travaillé il y a 25 ans. C'est la première création de l'Infini Théâtre, Alice. Et donc cette traversée des apparences, donc pour revenir à Lewis Carroll, à travers le miroir, donc, où Alice va au-delà du reflet des choses. Et puis alors dans un deuxième temps, on peut comparer aussi notre espace à la chute dans un monde intérieur. Donc quand Alice tombe dans le terrier du lapin et qu'elle chute pendant très longtemps, jusqu'à se noyer dans ses propres larmes, etc., qui est une espèce de voyage introspectif. Et donc dans la première partie, on est d'abord dans le voyage à travers les espaces, où les décors viennent à notre héros comme des pages qu'on tourne, et puis et qu'il transcende d'ailleurs, qu'il traverse. Et alors la deuxième partie qui est plus comme une espèce d'immersion en lui-même, où là il est parti à la recherche de sa femme, et en fait il va se trouver lui-même, alors que c'était son épouse qu'il cherchait. Selon vous, il y a encore quelques nuances des Mille et Une Nuits inconnues ou sous-estimées? Je pense que c'est intarissable, c'est-à-dire que c'est un de ces trésors de la culture universelle. Ça fait une bonne année qu'on a consacré à l'étude des Mille et Une Nuits, et on est évidemment resté des amateurs en la matière. On peut pas prétendre rencontrer une culture aussi riche. Évidemment, on connaît l'architecture arabe, la sculpture, la peinture, les bijoux. C'est une culture, même quand on va en voyage à Marrakech et qu'on voit tous ces trésors, on peut voir ce grand raffinement. Voilà, c'est aussi ce suivi à travers les temps, une espèce de tenue très très forte dans la tradition de ce qui est rapporté, que ce soit les soieries, les techniques de l'artisanat, etc. Et donc voilà, les Mille et Une Nuits, c'est à l'image de ce monde extraordinaire, et ce sont des contes en plus qui nous sont rapportés dans l'histoire avec des moments d'édition, et qui sont quand même des contes traditionnels qui font partie d'une tradition orale. Donc le moment de l'écriture est toujours un petit moment de trahison et très difficile à subir pour le conte. En même temps, comment peuvent-ils nous parvenir s'ils ne passent pas par ce moment difficile de la mise à plat? Parce que ce n'est pas de la littérature. Ce sont des histoires, des aventures, mais qui sont traditionnellement transmises par l'oralité. Et donc, d'abord, c'est foisonnant. On se rend compte qu'on ne peut absolument pas les enserrer, les posséder, les embrasser. Puis c'est comme du sable, ça nous file entre les doigts, entre les différentes traductions, adaptations, éditions, etc. Donc,
moi je suis d'habitude quelqu'un qui est extrêmement attaché à la justesse du texte duquel je pars. Donc quand je travaille Shakespeare, je vais chercher au plus profond des éditions pour trouver la traduction la plus fidèle et le texte le plus original possible, le plus originel possible. Et donc ici, à un moment, j'ai dû capituler. Et je me suis aperçue que je ne posséderais pas les mille et une nuits. Et que je ne pouvais faire que ce que les autres avaient fait, avec beaucoup d'humilité. C'est de dire qu'à un moment donné, j'arrête mon exploration à mes lectures. Voilà, ça s'arrête là. Et je vais être obligée de faire mes mille et une nuits. En disant, voilà, ce ne sont que les miennes, mais elles ont cette authenticité-là, c'est d'être les miennes. Et donc, oui, il y a une multitude de choses à transmettre à l'humanité à travers ces contes, et je dirais même que ça n'arrête pas, puisque notre vie passe, notre histoire avance, et donc à chaque temps, à chaque individu, sa relecture, et à chaque relecture, les nouvelles nuits arrivent. Et les hommes et les femmes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent encore découvrir et apprendre de ce texte? Alors, plus les hommes ou les femmes? Mais je crois que ça s'adresse à tout le monde et d'une manière justement extrêmement subversive par rapport à certaines images qu'on peut avoir aujourd'hui de l'islam, où la femme arabe est quand même une femme qui n'a pas vraiment, malheureusement, tout à fait droit à la parole. Bon, il y a des féministes, des femmes qui se battent aujourd'hui vraiment pour cette reconnaissance du droit à l'existence de la femme arabe, intellectuelle, investie dans la vie sociale, investie d'une profession, mais ce n'est pas si évident par rapport à l'islam. Et je pense que de manière tout à fait inattendue, on trouve dans les Mille et une nuits, dans le conte cadre, cette très jolie histoire de Scheherazade que je vais vous raconter en 2 mots. Un homme se sent trahi, il a une preuve de la trahison de sa femme et il est pris d'une peur terrible. Il a peur des femmes, il l'a fait tuer, et puis par peur d'être encore trahi, il décide d'avoir tous les jours une nouvelle épouse et de lui donner la mort tous les matins. Ainsi, il voit finir son angoisse de trahison. Mais ainsi aussi, le peuple voit périr toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes. Et donc, la fille du vizir, qui est Scheherazade, est prise d'une idée assez hallucinante. Elle demande à son père qu'il la présente au sultan, parce qu'elle veut, dit-elle, tenter sa chance. Et son idée, c'est en fait elle est très cultivée, elle a lu énormément, elle connaît beaucoup de choses, la philosophie, les sciences, les ouvrages des sages, les contes. Et son idée est de persuader le sultan de la laisser raconter une histoire après avoir consommé leur mariage. Et donc, pendant 1001 nuits, il va de nuit en nuit attendre la suite de ses récits. Et non seulement rencontrer l'amour, puisqu'à la fin, il avoue être tombé éperdument amoureux de cette femme, avoir repris confiance aussi dans la femme, mais aussi avoir retrouvé le désir, le sommeil, qui n'est pas rien. Cet homme avait perdu la capacité de s'endormir parce qu'il était angoissé. Et donc, la jouissance, et donc... Le spectacle commence dans 30 minutes. Ah, il y a l'annonce, ok. Pas de problème. Là, c'est comme ça ici. Le directeur a enregistré le décompte, et tous les soirs, on a la voix de Thierry Devron qui nous dit dans 30 minutes, dans 25 minutes, dans 20 minutes, etc. Les Mille et une nuits au Théâtre Royal du Parc. Merci beaucoup à Madame Dominique Serrat. Bien.